Merci à tous et bienvenue à l'écoute de Pyramide FM. Le D12, c'est 1h30 et c'est tous les dimanches. Le mois prochain, je ferai 10 ans d'antenne. D'abord entre 12h et 13h, puis depuis 2016 entre 12h et 12h30. À partir de dimanche 1er décembre prochain, début des dernières émissions de l'année, 5 au total. Nous les animerons en studio avec des auditeurs qui voudraient bien se joindre à nous. Nous profitons de l'occasion pour solliciter toutes les bonnes volontés qui voudraient bien nous aider à bien organiser, outre ces émissions, un certain nombre de programmes célébrant les efforts des acteurs politiques à répondre à nos invitations et aussi les sacrifices qui sont les nôtres à être opérationnels. Ceci en continu depuis 10 ans. C'est une somme d'expérience. L'expérience au service de l'espérance, cette formule s'est retrouvée dans le discours d'investiture du candidat du MPDD à la présidentielle de l'année prochaine. Qu'est-ce qui fonde cette expérience? En quoi peut-elle être un gage d'espérance? L'espérance accompagne bien volontiers le quotidien de certains nombres de Togolais depuis l'avènement de l'ère démocratique au Togo, porté successivement par Maître Yahouvi Agbouibo, puis par Gilles Chris Olympio, Jean-Pierre Fab, pour aboutir à Tikpi Achadam. Agbouibo Kodjo a-t-il en fait une chance? Mais en vérité, existe-t-il une place pour la chance en politique? Cette semaine, les acteurs politiques se sont bruyamment bousculés. Qui pour organiser une réunion d'un comité de suivi de la présidentielle? Qui pour organiser une conférence de presse et faire des propositions pour une élection juste et démocratique? Qui pour appeler la presse et annoncer une insurrection armée avec des hommes armés de machettes? Ainsi va le Togo en route vers sa nouvelle présidentielle. Togo debout et debout, y compris avec son partenaire du ministère, Payado Aboupessi, tient fort à la loi sur les manifestations publiques et n'a surtout pas oublié son itinéraire privilégié situé dans le canton de Baie. La pré-campagne va-t-elle être ainsi endiguée et confinée? Baie, c'est l'une des terres historiques de la capitale, tout comme à Guenivé. Depuis 2017, cette autre agglomération s'est invitée dans les manifestations pacifiques, parfois violentes au Togo. Ce samedi, Agoé a connu un événement violent. Des gendarmes ont été attaqués, des armes emportées. Agoé n'a pas été seul puisque les autorités signalent également des actes similaires à Sokodé. Que cachent ces nouveaux face-à-face entre les hommes en noir et les forces de sécurité? L'histoire est-elle en train de bégayer au Togo au moment où le pays s'apprête à renouveler ses premiers dirigeants? L'Église catholique a, elle, changé à Lomé. Monseigneur Nicodème Bariga est devenu archevêque de la capitale. La conférence épiscopale communique à nouveau. L'Église ne peut pas rester indifférente devant la détresse du peuple. C'est le candidat investi à la présidentielle Agbouibo Kodjo qui est notre invité du jour. L'émission est mise en onde par Marik Freitas. Les numéros 96 50 34 37 et 70 43 09 70 serviront à recueillir vos questions. Agbouibo Kodjo, bonjour. Bonjour Pierrot. Comment vous allez? Je me porte bien. Vous êtes en tout blanc ce dimanche. Vous revenez de la messe? Non, je reviens du village parce que après le congrès, j'ai eu une urgence au village, donc j'ai passé la nuit au village et ce matin, donc je suis arrivé pour répondre à votre invitation. Quelques questions liées aux droits de l'homme à l'entame de cette émission. On a vu ces images, je ne sais pas si vous les avez vues également, l'étudiant de l'université de Lomé, Basile Amenouvévé, qui a été violenté parce qu'il s'était rendu à Kara. On ne connaît pas les mobiles de sa mission, on ne connaît pas pourquoi il a été ainsi agressé. Est-ce que vous avez vu les images? Non, je n'ai pas vu les images parce que j'étais en tout cas en plein dans la préparation et le déroulé donc, du congrès. Il a été violenté, il a des séquelles, on ne sait pas par qui, mais est-ce que c'est des actes que vous approuvez ou pas? En tout cas, c'est des actes que je condamne vivement. Et normalement, nous, dans un état de droit, ces agresseurs doivent être identifiés et punis conformément à la loi. La question spécifique des activités politiques dans la ville de Kara a été récemment posée ici par un auditeur et cette question avait été répondue. Et visiblement, c'est un peu comme s'il y a une spécificité en ce qui concerne la ville de Kara. Non, de toute façon, le territoire doit être transparent. Bientôt, nous allons commencer la pré-campagne. Bon, dans le passé, avec le CST, nous avons eu des déconvenus du Moussakara, mais je considère que, bon, les choses devraient aller mieux et moi-même, j'irai du moins faire le constat sur le terrain, puisque de toute façon, nous avons des militants là-bas. Je viens de recevoir même le président fédéral donc,
président fédéral de Kara. Donc, nous allons voir si nous pouvons tenir un meeting là-bas. Les conventions internationales et les tests qui régent la vie dans notre pays permettent à tous les Togolais de se déplacer un peu partout. Mais sur la question liée à ce que certains ne peuvent pas se déplacer ou exercer librement leurs activités dans certains coins de notre territoire, est-ce que c'est une instrumentalisation politique ou c'est pas manque d'information? Non, je crois qu'il faut que tout le monde de toute façon s'efforce à aller du moins vers les principes démocratiques. Le territoire national est ouvert à tous les acteurs politiques, à toute la société civile. Aucun endroit de le territoire ne doit être réservé donc à une formation politique. À partir de ce moment-là, que tout le monde comprenne que c'est dans l'intérêt même de notre pays que, en tout cas, le territoire doit être transparent et permettre donc à toutes les formations politiques d'organiser tranquillement donc leur meeting et faire passer le message. Si ça ne se fait pas comme ça, je crois quand même que ça va poser énormément de problèmes, en tout cas en 2020. Depuis le début du processus démocratique au Togo, on sait quand même que certaines formations politiques ont leur fief. Et si c'est avéré ou pas, on attribue par exemple le Sud généralement à l'opposition et le Nord globalement au pouvoir en place. Est-ce que c'est des données qui doivent évoluer ou pas? Je pense que c'est des données qui doivent évoluer. Et quelqu'un donc du Nord, donc, peut avoir donc une base dans la région maritime, dans le Sud, et puis inversement. Et donc je crois que la peur de la démocratie, la peur de l'alternance, donc on conduit certains de moins à instrumentaliser ce genre de choses. Et donc je considère que, en tout cas, plus le temps passe, ces pratiques de toute façon doivent diminuer. Si ces données doivent évoluer, à qui maintenant incombe le devoir d'inverser la tendance? Est-ce que c'est les hommes politiques, c'est le pouvoir en place? Le devoir revient en premier lieu du moins au gouvernement. Ce n'est pas les attitudes du gouvernement, ce n'est pas de toute façon les messages de sensibilisation qui passent donc sur les médias. Je crois que c'est ça qui va donc reformater dans l'esprit des uns et des autres. Mais dans un pays où les gens sont hostiles donc à l'alternance, ce genre de pratiques-là de toute façon sont courantes. Est-ce que c'est lié forcément à l'alternance politique? Je crois que c'est une question politique. Si on fait de Kara, par exemple, une forteresse où donc les leaders donc, de l'opposition ne peuvent pas aller exprimer leur idée, dénoncer un certain nombre de pratiques, je crois quand même que ce genre de comportement-là va à l'encontre des principes démocratiques, de la transparence territoriale, afin de parler plus tard de la transparence territoriale. Nous parlions en début de cette émission de ce qui est arrivé à l'étudiant Basile à Benveve. On ne connaît pas, comme je l'ai dit tantôt, les mobiles de sa mission au niveau de Kara. Et on n'a pas eu beaucoup de communication également, notamment venant des officiels. Sur des situations de ce genre, est-ce qu'il faut enquêter ou pas? Mais normalement, dès lors que les droits d'un citoyen sont bafoués, il appartient de toute façon à l'autorité dirigeante de faire diligenter une enquête pour savoir. Comme ça, si on arrive à découvrir donc les auteurs, on les sanctionne pour décourager ceux qui seraient tentés de faire la même chose ailleurs ou dans le même milieu. Les enquêtes dans notre pays, on sait aussi. Ben on sait aussi, on met les commissions en place, la commission d'enquête et tout ça. Moi-même, on est venu tirer chez moi, on est venu ouvrir le feu chez moi, arracher le véhicule de mon épouse. L'enquête est ouverte depuis 2 semaines. On n'a pas su ce qu'ils ont fait. Donc ça c'est à mon niveau ça. Donc on peut multiplier les exemples dans le pays. Donc quand vous ouvrez une commission d'enquête, venez rendre donc compte donc à l'opinion. En France, dans les démocraties avancées, le procureur de la République, donc on fait une enquête. Si l'enquête évolue, le procureur de la République vient et explique donc aux populations ce qui s'est passé. C'est comme ça que ça fonctionne. Le véhicule de votre épouse, il est perdu? Eh ben, vous l'avez retrouvé? Oui, une semaine après, on l'a retrouvé à Ditikopé. Et puis, ces pièces d'identité et tout ça, on les a retrouvées à Niro. Bref, de toute façon, c'est des pratiques. Moi, je le dis parce que je l'ai vécu.
La politique au Togo, c'est aussi souvent rythmé par des actes violents. Nous sommes en train de parler de la situation de l'étudiant. Mais est-ce que le Togolais est par nature violent? Je ne crois pas. Je crois que le Togolais est pacifique. Le Togolais est accueillant. Le Togolais est généreux. Mais le Togolais n'aime pas l'injustice. Le Togolais n'aime pas l'injustice. S'il veut s'exprimer et que vous l'étouffez, tôt ou tard, il le manifeste. Et puis donc, il y a une question de défiance, question de manque de courage. Nous le disions hier, aujourd'hui, donc, dans notre pays, les gens ne font plus confiance à la parole de nos dirigeants. Simplement parce qu'ils disent autre chose, ils font autre chose. Quand une situation se présente, au lieu donc de dire que voilà réellement ce qui s'est passé, on ne le dit pas, on dit autre chose. Et puis après, finalement, de tout temps, les gens se disent, bon, on nous prend pour des... Voilà, et donc, je crois quand même que le moment est venu, si nous voulons donc que notre société se transforme, progresse, avance, eh bien, il faut quand même que nous puissions de toute façon identifier les goulots d'étranglement, identifier donc les problèmes et essayer, du moins ensemble, donc, de leur trouver des solutions. C'est mon approche des choses, mais d'une manière ou d'une autre, je crois que les esprits ne sont pas encore très prêts, du moins à aller dans ce sens-là. Quand vous parlez des acteurs politiques qui disent une chose et font autre chose, est-ce que c'est aussi, est-ce que c'est pas dans l'ADN de l'homme politique, tout Si, simplement? moi je prends le chef de l'État qui déclare donc à Berlin, s'agissant donc de l'évolution démocratique du continent, et qui dit pour que la démocratie progresse en Afrique, il faut 2 mandats ou plus 3. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Quand vous parlez comme ça, et vos populations vous écoutent, et après vous vous mettez donc dans la dynamique d'aller faire un 4e mandat, demain ce qui sortira de votre bouche, quelle considération de tout vous voulez que ces populations aient pour de toutes vos prises de position? Ils vont dire peut-être que demain encore il va changer. Voilà aussi, si vous voulez, parce qu'en fait, hein, le peuple s'articule de toute façon sur ses dirigeants. Si le chef de l'État ne respecte pas la parole que lui-même donne librement, comment voulez-vous du moins que les autres respectent la parole qu'il donne? Est-ce qu'en politique, est-ce qu'il y a une parole? Mais puisque vous citez le chef de l'État actuel, là, avant ce chef de l'État, il y avait la parole du général. Vous étiez même son collaborateur. Le général, il avait donné sa parole de militaire, mais il n'a pas respecté. Ah, il avait donné sa parole de militaire, il n'a pas respecté. Si j'étais avec lui, donc, je lui aurais conseillé donc de respecter, parce qu'en ce moment-là, je me retrouve déjà en exil. Oui, j'ai compris que vous avez quitté quelque temps par la suite. Oui, moi j'ai quitté, du moins c'est le 29 juin 2002. Et je crois quand même que ce que vous dites là, c'est en 2003. Oui, mais globalement, en politique, c'est le monde du mensonge, de la ruse, des roublardises. Et... Au sommet de l'État, de toute façon, c'est interdit. Je reprends. Au sommet de l'État, je dis c'est interdit ce genre de choses. Quand vous prenez un engagement vis-à-vis de vos populations, vous les respectez. C'est interdit. Oh, il peut y avoir des situations où donc on peut faire des gymnastiques, mais à ce niveau-là, je dis bien à ce niveau-là, on respecte la parole donnée. Je parlais tantôt d'actes violents et je demandais si les Togolais sont de nature violente parce que, et pas plus tard qu'hier, il y a eu des actes qui ont été rapportés, notamment par le ministre de la Sécurité, Yak Damran. Il a parlé d'une tentative d'insurrection armée. Quelle est votre réaction à ces informations qui ont eu lieu, notamment dans un premier temps au niveau d'Agounivé, puisque Agoé c'est plus proche de nous? Je crois quand même que la société togolaise est inquiète. La société togolaise, de toute façon, est fébrile en ce moment. Vous connaissez les problèmes sociaux que nous avons. Je ne sais pas dans quelles conditions des civils aux mains nues puissent avoir le courage d'aller arracher des fusils des mains donc des hommes habillés. Je ne connais pas les circonstances. Mais si c'est vrai, pour avoir ce courage, mais qu'est-ce qu'il y a eu? Quel était le fait déclencheur? Je ne sais pas, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai appris donc qu'il y a eu des blessés graves. Je voudrais donc exprimer toute ma compassion, en tout cas
aux civils et aux agents des forces de l'ordre de sécurité du monde qui ont été blessés dans cette affaire. Je le dis aussi en tant que président de la commission des forces et sécurité à l'Assemblée nationale, et inviter donc le gouvernement, en tout cas, à trouver une solution définitive pour créer un climat de paix avant que nous n'abordions les élections de monde présidentielles qui s'annoncent. Parce que si ça se passe comme ça, je crains que quand la campagne va être annoncée, on va avoir encore des scènes beaucoup plus violentes que ça. Je pense Soukoudi, j'étais à l'école avec des jeunes donc, de ce milieu. J'ai travaillé également avec des gens de ce milieu. C'est des gens qui sont en principe pacifiques. Ils s'occupent de leur commerce, de leur transport, et surtout, du moins, c'est en football qui sont passionnés. On n'a pas connu, bon, dans l'histoire, en tout cas, du Togo, en tout cas celle que je connais, des violences donc orchestrées donc, dans ce milieu-là. Je crois que c'est depuis le passage de Tipi à Tchadam que, bon, cette zone, et puis donc les préfectures du monde environnant sont, je dis, assiégées, où on a le sentiment que tous les jours, il va y avoir une insurrection là-bas. Vous savez, ce n'est pas les éléments de sécurité sur le terrain qu'il faut condamner. C'est la chaîne de commandement. Eux, ils se sont sur le terrain certainement parce qu'ils ont reçu des ordres. Et donc, je suppose, le chef de l'État étant lui-même, donc ministre de la Défense nationale, je crois que donc il doit, en tout cas, à mon avis, examiner sérieusement donc cette question-là et essayer donc de ramener donc la paix dans ces régions. Parce qu'au nom de quel principe de droit on peut, sans mandat de pétition, rentrer dans les maisons, tabasser les gens, casser les portes? Je le dis parce que moi aussi j'en ai été victime. Et donc, je crois que ces gens de pratiques, si elles ne sont pas punies, elles vont se renouveler. Vous ouvrez les commissions d'enquête, vous ne trouvez pas les auteurs du moins de ces délits-là, de ces agressions, et puis bon, que la vie continue. Dès lors que ça se calme là, on pense qu'on peut continuer ici. Je crois qu'il faut arrêter ça. Vous avez dit tantôt quand même que le Togolais n'est pas violent, pas nature, mais ces scènes que nous sommes en train de commenter, c'est pas nouveau aussi. Et depuis les années 90, on a quand même eu à enregistrer un certain nombre de... Les gens voulaient donc la démocratie. Ils ont eu le sentiment de toute façon que le pouvoir en place ne veut pas faire des ouvertures. Et je crois que quand les gens du monde accumulent les ressentiments et tout cela, ou ont le sentiment d'être étouffés, à un moment donné, de toute façon, les gens manifestent violemment leur mécontentement pour que du monde qui soit entendu. Et donc je crois que, mais dans la nature, dans l'ADN du Togolais, je ne pense pas que nous sommes un peu violents et puis un peu guerriers. Pour Sokodé, on rapporte encore des scènes qui rappellent les tristes événements de 2017-2018. Et quand on lit un peu les commentaires ici et là, certains se posent énormément de questions sur ce qui arrive. Certains n'hésitent même pas à parler d'alibi. Est-ce que à ce niveau-là, un État comme le nôtre peut se permettre un montage, des alibis, des prétextes? On ne sait pas, mais de toute façon, dans l'explication qui a été donnée donc, par le gouvernement, ben, on retrouve, si vous voulez, les mêmes arguments qui ont justifié, si vous voulez, donc, en tout cas, la vie de Sokodé soit prise en étau. Puisqu'on dit, il y a un soldat ou il y a un civil qui a arraché, c'est exactement la même chose qui arrive. Ceux qui le disent, c'est en faisant des comparaisons par rapport à ce qui a prévalu en 2017 qu'ils font ce... Mais dans tous les cas, on ne peut pas soumettre tout le temps, du moins, la même préfecture. Et la préfecture environ de tout le temps à ces scènes-là, du moins, ce que nous voyons. Ce n'est pas bien. Et nous avons le devoir. Et c'est d'abord le gouvernement. Bien sûr, les populations doivent contribuer aussi. Mais nous avons le devoir, donc, de tout faire pour que la paix revienne dans ces milieux qui sont aujourd'hui en ébullition. Et je dis, c'est le gouvernement du monde qui doit faire le là. Je connais des cadres de ce milieu qui ont été, du moins, à Sokodé, à Bafilo, à Mango, donc parler aux populations pour que les choses se calment. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour que donc cette entente, j'ai vu même UNI organiser des manifestations publiques à Sokodé. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour que donc cette confiance-là soit rompue
et que du moins les gens soient encore exposés à la violence. La violence ou tout simplement la peur et l'insécurité dans la sous-région, c'est une question qui est devenue récurrente. Vous êtes président de la commission défense et sécurité au niveau de l'Assemblée nationale. Quelle va être éventuellement votre démarche pour savoir ce qui se passe? Non, il n'y a pas de problème. De toute façon, dès demain, je prends contact avec, en tout cas, les responsables chargés de la sécurité au niveau de la police comme donc au niveau de l'armée pour savoir de quoi exactement ce qui s'est passé et nourrir la réflexion au niveau de la commission et ensuite donc au niveau de la plénière. Est-ce que cela peut avoir un lien avec, un indirect ou pas, avec la prochaine élection présidentielle? Moi, je ne fais pas ce lien. Je ne fais pas ce lien parce que ce qui s'est passé là, si c'est la première fois que ça se passait, on pouvait imaginer que, ah bon, les gens sont en train de créer du moins mais, des tensions, la violence dans les milieux du moins dont il sait par avance que ces milieux-là ne leur sont pas favorables. Mais comme c'est récurrent, je ne peux pas dire que c'est lié directement de toute façon à la prochaine étape, à la prochaine élection présidentielle. Mais vous savez aussi très bien que les questions de violence et ceux qui les combattent, ces questions-là sont prises très au sérieux par la communauté internationale, notamment par les grandes puissances. Est-ce que, par hasard, pour s'attirer la sympathie de cette communauté internationale, notamment les États-Unis, la France et l'Union européenne, le gouvernement du Togo peut éventuellement orchestrer un tel scénario? Pour dire quoi? Qu'il y a des terroristes qui sont cachés de Moussa Sokole, on cherchait à déloger les terroristes. Vous lisez pas les commentaires sur les réseaux sociaux? Oui, de temps en temps, pour montrer que, bon, il y a, je ne sais pas, des terroristes qui sont cachés du monstre dans la zone et qu'on essaie donc de le combattre. Je crois que ce genre d'argument aujourd'hui ne trompe pas la communauté internationale. Vous savez très bien quand même que cette semaine, on a parlé d'une arrestation de plus d'une centaine de supposés terroristes entre la frontière, au niveau de la frontière Togo-Ghana. Vous ne l'avez pas lu? Non, je ne l'ai pas lu. Ah, mais en fait, il faudrait alors lire, puisque... Non, je n'ai pas lu parce que donc, vous me trouvez une excuse. J'ai passé toute la semaine donc, à me concentrer sur donc, la programmation et les déroulés donc, du congrès extraordinaire qui vient de s'achever hier. Nous allons parler justement de ce congrès, puisque vous revenez tout fraîchement de ce congrès, et puis vous revenez investi. Vous étiez ici il n'y a pas très longtemps, vous n'aviez même pas déclaré votre candidature quand vous étiez passé ici, vous l'aviez déclaré entre-temps, vous êtes investi. J'avais dit quelque part que le chemin menant vers la présidence, ce chemin-là, il est très long, il faut déclarer sa candidature. Il faut après être investi, il faut chercher de l'argent pour payer sa caution, il faut que la Cour suprême ou la Cour constitutionnelle ou la CENI valide votre candidature, faire la campagne, être accepté et que les populations vous plébiscitent. Le chemin, il est long. Et surtout que la CENI proclame votre nom comme étant quelqu'un d'élu. Quel est votre sentiment là, devant moi, et comment vous vous sentez après avoir fait une partie du chemin? Je sens de lourdes responsabilités reposées sur mes épaules. Je pense que j'ai suffisamment d'énergie pour les assumer. Je crois que le plus difficile commence en ce moment. Et je pense que dans les semaines à venir, nous allons donc commencer la pré-campagne en allant dans les différents terroirs, rencontrer les populations, les écouter surtout, avant d'aborder la vraie campagne. Mais dans tous les cas, nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout. Mais je dois préciser également que nous faisons partie d'un groupe d'acteurs politiques qui engage la réflexion en ce moment pour trouver comment faire pour que l'alternance que le peuple, la majorité des Togolais recherchent, puisse être une réalité en 2020. Cela passe nécessairement donc par l'amélioration du cadre électoral. Et je pense que les forces démocratiques ont écrit au président de la République et au ministre de l'administration territoriale afin que, en tout cas, les préoccupations que nous avons exprimées pour un processus électoral apaisé et des lendemains donc sans violence puissent être prises en compte pour qu'ensemble nous puissions donc aller à ces élections dans des conditions justes et que donc après la proclamation des résultats, que les vaincus
puisse aller vers le vainqueur et le féliciter. Voilà la démarche. Et je considère que c'est un nouveau jour qui s'ouvre pour moi. Je prendrai contact avec tous mes collègues investis ou non pour que nous puissions construire la trajectoire vers la victoire en 2020. Vous avez été investi, je l'ai dit tantôt, mais d'habitude, c'est quoi une investiture? Ça aussi, c'est une question que certains posent dans les rues. Quel est le sens de l'investiture? L'investiture, c'est une formation politique composée d'une structure dirigeante et également donc de différentes fédérations donc, sur le terrain donc, qui en tout cas sont en relation avec les populations de base. L'investiture, c'est que donc tout ce que vous avez comme structure décentralisée qui se déplace, qui arrive, selon donc des critères donc définis donc par le parti, qui arrive, à qui donc on soumet donc la candidature de celui qui est en capacité, du moins d'aller combattre sous le drapeau donc du parti, et les militants du moins s'expriment que oui, ils sont d'accord, ils ne sont pas d'accord. C'est ça l'investiture. Donc ce qui s'est passé donc le mois dernier donc au bureau politique, c'est une décision qui a été prise par le bureau politique qui considère que, en tout cas, la personne capable donc de représenter le parti aux prochaines élections présidentielles, c'est telle. Mais cette décision doit être validée donc par le Congrès. Le Congrès qui est composé de toutes les instances du parti. Et donc voilà, c'est ce que nous avons essayé de faire donc hier, donc dans la plus grande joie, dans la plus grande, en tout cas je dirais, mobilisation populaire. Et je peux vous assurer du moins que nos militants sont retournés dans leur milieu respectif avec beaucoup de détermination, d'agir, de travailler pour que le rêve que nous nourrissons de toute façon au cours de ce congrès puisse devenir réalité, en tout cas au mois de mars. La personne investie doit être en capacité de représenter le parti, c'est ce que vous venez de dire, mais le constat, il est quand même clair que cette personne-là, c'est souvent le président du parti. Non, si le président n'est pas en capacité physique, morale ou physique, morale ou financière de toute façon d'y participer, il y a d'autres personnalités également dans la famille politique qui puissent également aller. Mais pour l'heure, il faut que vous reteniez utilement qu'en 2015, nous avons eu donc la même investiture, mais n'ont pas pu participer à ces élections parce que c'était à un tour et nous avons cherché à construire donc une alliance solide avec les autres pour y aller. Mais bon, d'aucuns avaient estimé à cette époque-là que bon, l'élection de toute façon est à leur portée, qu'ils pourront gagner. Voilà pourquoi on n'a pas été en 2015, mais en 2020. Je pense que bon, on va travailler avec les autres formations politiques, les autres candidats, si on peut construire de toute façon une coalition, une dynamique gagnante. De toute façon, nous allons nous converger donc bon, vers ce choix. Mais dans tous les cas, nous contribuerons efficacement donc, à la tenance en 2020. Je reste avec le mot capacité, parce que cela m'intéresse. Vous, personnellement, quelles sont vos capacités? Vous savez, j'ai fait mes humanités donc à Tocpli, à Tabligo, au lycée technique à Lomé, ancienne INA, enfin actuelle INA, à la FASEG et à Poitiers. Donc, sur ce plan, je pense que je suis un peu outillé. Maintenant, au niveau professionnel, j'ai travaillé donc dans une entreprise, donc 48 heures après mon retour de France, j'ai travaillé dans une entreprise commerciale. Je sais comment ça fonctionne. J'ai tenu 2 ministères dans ce pays, le ministère de la Jeunesse et Sport, Culture. J'ai tenu le ministère de l'administration territoriale de la sécurité. J'ai géré le port autonome de Lomé avec des innovations. Et puis, bon, j'ai été député et président de l'Assemblée nationale. J'ai été également Premier ministre. Sans compter, en tout cas, les représentations que j'ai au niveau du Forum francophone. Bref, j'ai une expérience multiforme. Quand demain, vous parlez de moi, comment les sociétés privées fonctionnent, je sais. Quand on parle de comment l'administration fonctionne, je sais. C'est tout cela qui m'amène à dire je dispose d'une expérience que je veux mettre au service de l'espérance des Togolais. Et donc, cette capacité-là, elle est là.
elle a été utile hier, elle pourrait être utile encore demain. Est-ce que c'est suffisant, puisque vous n'êtes pas seul à avoir fait Poitiers ou à avoir été à des postes de responsabilité? En Afrique, est-ce que c'est Non, est-ce, mais, que est-ce que c'est non, suffisant? Est-ce que c'est suffisant pour non, devenir président non, de la République? je ne peux pas dire que c'est suffisant, mais c'est extrêmement important. Savoir gérer les hommes, avoir l'expertise nécessaire dans un certain nombre de domaines, c'est extrêmement important. C'est-à-dire, bon, avoir, je sais pas, une culture académique tout court, je dis bien tout court, sans se frotter avec la réalité donc, du terrain, la réalité politique, la réalité économique et sociale, ça peut être de toute façon une limite. Mais en fait, de toute façon, j'ai traversé. Normalement, si on ne devrait tenir que compte de ça, de toute façon, il n'y a pas photo. Mais en fait, d'une manière ou d'une autre, il y a d'autres éléments également qui rentrent dedans. Je reste humblement à la disposition de mon peuple, parce que mon peuple peut demain donc décider de dire que tout ça, ça m'intéresse pas, je prends quelqu'un d'autre. Mais je reste humblement à sa disposition et je dis, ce que je recherche, c'est d'impulser une nouvelle dynamique donc, au pays. C'est d'être proche des populations. Et vous constaterez que le mandat social, du moins ce qui n'a pas été fait par certains, quand vous lisez bien de toute façon les mesures que nous avons annoncées hier, en tout cas le mandat social est au cœur de ce que nous avons en tout cas annoncé. Par exemple, je prends la carte d'identité. La carte d'identité au Togo doit une validité de 5 ans. Nous demandons ou nous promettons qu'une fois arrivé au pouvoir, nous allons prolonger la validité donc à 10 ans. Même chose pour le passeport. Même chose pour le permis de conduire. Le passeport, de toute façon, quand vous voulez renouveler votre passeport ou l'obtenir pour la première fois, c'est 30 000. Désormais, de toute façon, si nous arrivons donc à incarner donc, la décision dans le pays, sur les 10 ans, là, vous payez 10 000. La carte d'identité validée de 10 ans, vous payez 2 000. Le truc, le permis de conduire, au lieu de payer 15 000 vous payez de moins 5 000 étudiants. Bref, il y a eu un certain nombre de mesures. Je peux également dire, moi je vois donc les vieux retraités qui vont toucher une pension de 10 000, de 5 000. Dans ce Togo-là aujourd'hui, nous avons dit qu'aucune pension ne serait inférieure au SMIC. C'est le minimum. Et le SMIC lui-même, nous pensons pouvoir de toute façon l'améliorer. Nous avons touché également les retraites. Vous savez, je prends le cas des professeurs d'université. Il y en a qui sont peut-être à 1,2 million, d'autres à 1,5 million, d'autres un peu plus. Mais en fait, 75% de ce qu'ils touchent par mois, c'est des indemnités. Et le jour où ils partent à la retraite, ils retrouvent donc 25%. Ils retrouvent donc 25% de leur salaire sur laquelle de toute façon on calcule donc la pension. Quelqu'un qui a l'habitude de toute façon de dormir dans une chambre climatisée, quand il prend sa retraite, il ne peut plus. Nous demandons aussi, et nous allons le faire, valoriser l'ensemble des retraites dans le pays. Maintenant, les fonctionnaires de la fonction publique, ou les agents de la fonction publique, vous connaissez leur situation. Il y a que lorsqu'ils quittent leur maison lundi, c'est vendredi qui rentrent. Pourquoi? Parce que du tout, le transport obère une grande partie du salaire qu'on leur donne. Nous allons augmenter donc le salaire pour les sortir également de la situation de surendettement dans laquelle donc ils se trouvent. Bref, je veux dire qu'il y a toute une panoplie de mesures. Vous savez, aujourd'hui, de toute façon, la santé au Togo est un élément de toute façon important. Ceux qui n'auront pas les moyens, ils seront de toute façon soignés dans nos centres de santé gratuitement. C'est le candidat qui parle. Ça, de toute façon, peut-être le futur président qui parle. Oui, mais en fait, on sait que, non, bon, c'est une façon. Donald Trump a promis construire un mur. Okay. Donald Trump a promis construire un mur entre son pays et le Mexique. Le Mexique, oui. Oui, mais dans la réalité, il n'est pas arrivé. Non. Tous les Togolais savent que ce que je dis là. Non, vous le dites sérieusement. Je le dis sérieusement et ils savent que j'ai la capacité de les traduire dans les actes. Nous avons envisagé également de construire dans tous les chefs-lieux de région un hôpital moderne. Comme ça, et les populations de ces régions-là, cet hôpital de classe moderne
de ce petit modèle de classe internationale étant proche d'eux, ils iront se soigner là-bas. Et donc, il y a toute une série de mesures. Par exemple, le certificat de nationalité, pour le moment, donc, c'est centralisé à Lomé. Demain, c'est au niveau du chef-lieu de région. Et après, demain, c'est au niveau des préfectures. Tout comme le passeport, tout comme la carte d'identité. Bref, nous voulons moderniser notre pays. Nous voulons restituer de aux Togolais leurs droits primaires donc, qui furent piétinés. Et donc, je dis, avec la volonté de tout le monde, nous pouvons arriver de à transformer le pays. Là, vous parlez au peuple togolais, mais vous savez, la décision finale n'appartient pas aussi seulement qu'au peuple togolais. C'est ce qui se dit dans la désignation d'un chef d'État en Afrique. Il n'y a pas que les voix des populations. Il y a également les intérêts des Occidentaux, les intérêts des multinationales. Oui, je crois que la décision appartient, je dirais, en grande partie au peuple togolais. Si c'est par rapport aux multinationales ou aux puissances, je pense quand même que nous disposons suffisamment de toute façon de relations dans ces milieux pour que si le peuple décide, pour que la communauté internationale puisse adopter. Il y a une réalité au Togo, on le sait aussi, et vous le savez, depuis l'ère démocratique, aucun parti politique en dehors de l'élection des élections législatives de 1993, aucun parti politique, aucune personnalité autre que celle émergent ou bien oui émergent sur la liste du parti au pouvoir, le RPT, et puis uni, gagner une élection au Togo. Donc vous n'êtes pas à UNI, vous n'êtes pas au niveau du gouvernement. Comment est-ce que vous comptez gagner en n'étant pas avec ceux qui ont l'habitude de gagner au Togo? Les dernières élections au Togo ont même été gagnées de façon très forte par ce parti au pouvoir. Il n'y a pas de raison d'exception. Je ne prétends pas que ma formation politique et moi-même disposons suffisamment d'énergie, de force et de popularité pour convaincre les populations à nous donner du monde la majorité. Mais je pense quand même que la dynamique unitaire que nous voulons créer du moins au niveau de l'opposition ferait que chacun, en apportant de toute façon sa part, nous pourrions de toute façon renverser la tendance cette année. Dans tous les cas, il n'y a pas de règle sans exception. Et je ne veux pas revenir donc sur la manière dont vous avez parlé tout à l'heure que le parti au pouvoir a gagné de manière forte. Donc, moi, de toute façon, je n'étais pas en dehors donc, de ces deux processus. J'y ai pris part et j'ai investi donc des candidats dans de nombreux endroits dans le pays. J'ai le rapport réel de tout ce qui s'est passé. Je ne veux pas revenir sur le passé. C'est parce que nous ne voulons pas que le passé se conjugue au présent que nous exigeons que le cadre électoral soit amélioré, que la transparence soit au rendez-vous. Si le cadre électoral est amélioré et que la transparence est au rendez-vous, nous connaissons tout le monde, en tout cas, quel est le poids réel de chaque formation politique sur le terrain. Est-ce que vous avez l'impression que ce cadre-là va être amélioré de sitôt? Mais de toute façon, nous le souhaitons vivement et je crois que le gouvernement a intérêt à l'ouvrir. Mais s'il ne l'ouvre pas, eh bien, d'une manière ou d'une autre, les revendications ou les contestations donc, qui vont naître donc, après les élections, eux-mêmes, ils apprécieront. Il a quel intérêt, le gouvernement, à l'ouvrir justement ce cadre? L'intérêt parce qu'un gouvernement doit être juste. Quand on part aux élections, tous les candidats partent avec les mêmes chances. Bon, on ne peut pas dire, ou on ne dit pas du moment qu'on est au pouvoir, et que forcément, donc, il faut gagner donc les élections. Au Nigeria, il y a une grande puissance sous-régionale, Jonathan Goodluck, donc, a organisé les élections, il a perdu, il est parti. Mais dire qu'on est au pouvoir, on organise, on doit gagner, je pense quand même que du moins c'est un mépris total de la volonté du peuple. C'est vrai, l'exemple que vous venez de donner, il y en a d'autres, notamment au Ghana, il n'y a pas très longtemps, mais ces exemples-là, ils ne sont pas nombreux. Oui. Ceux qui organisent des élections, ils ne les perdent pas à la suite. Oui, de toute façon, il faut que ça change. Ça ne peut pas continuer comme ça. Et puis, dans un pays où vous lisez le désespoir, donc sur tous les visages, je crois quand même que ce genre de choses-là, ben, si on le fait, donc il y a des conséquences également de toute façon qui peuvent en découler. Vous parlez d'espérance. Quand on lit votre discours, votre expérience au service de l'espérance, qu'est-ce que vous mettez dans l'espérance? L'espérance, c'est que du moins qu'un jour ça change. Il ne faut pas oublier hein, que le 27 juin 2002, le document que j'ai publié était intitulé « Il est temps d'espérer ». Il est temps d'espérer. Voilà donc le temps de l'action en ce moment. L'action qui va créer du moins cette espérance-là. Lorsqu'on voit nos jeunes donc fuir le pays,
Et puis, ils sont nombreux qui quittent le pays, de toute façon, sans faire grand bruit. Donc, moi, il m'est difficile de vivre en dehors du Togo. Je l'ai essayé de toute façon, de manière forcée pendant 3 ans. Eh bien, s'il devait rester encore quelques années plus tard là-bas, bon, je ne serai plus avec vous ici. Et donc, les gens, tous les Togolais aiment leur pays. J'entends les jeunes, quand ils reviennent en vacances, oh, Lomé Vivina, tous les Togolais. Et donc, s'ils partent, c'est parce qu'ils sont désespérés. Non, mais en fait, justement, est-ce que c'est pas contradictoire? Si l'Obé Vivina et que tous les Togolais aiment rentrer au pays, mais ils aiment le pays parce que le pays est bien géré, n'est-ce pas? Non. Non, parce que ceux qui sont là, ils font bien le travail. Je vous laisse la responsabilité de vos propos. En deux circonstances, si nous étions dans un pays violent, quand tu sors, quand tu quitteras ton studio, tu risques d'être lynché. On va dire, mais voilà, de tous ceux qui sont à l'aise. Bref, c'est une boutade simplement pour dire que si les gens quittent le pays, je dis bien si les gens quittent le pays, c'est parce que de toute façon, ils n'arrivent pas à assouvir leurs besoins. Ils ne savent même pas dans quelles conditions on se retrouve dans les pays d'accueil. Mais ils partent. Voilà. Mais ça n'enlève pas donc le caractère spécifique, le caractère particulier du Togo quand tu rentres et que tu vas aller retrouver tes habitudes, tes parents, la joie qu'on a. Donc, c'est pas parce que ça t'inquiète qu'on ne peut pas dire que le même vie, non? Vous avez parlé d'espérance et cette espérance-là, vous voulez l'incarner. Et avant vous, il y avait eu d'autres Togolais. J'ai cité dans mon introduction un certain nombre d'acteurs politiques. Aujourd'hui, c'est vous et je voudrais savoir si vous avez des chances, vous avez beaucoup de chances, parce que cette question, elle me revient tout le temps, parce que je lis également sur les réseaux sociaux les quelques réactions. Vous le sentez venir? Vous le sentez? Laissez Dieu faire son travail. Nous les humains, nous ferons notre part. Mais dans tous les cas, je ne vois pas le Togo vivre en 2020 avec les mêmes politiques publiques. Je crois quand même qu'il faut qu'il y ait l'alternance. Il faut qu'on implémente d'autres politiques, comme à l'instar de ce que je viens de décliner, pour donner les chances aux Togolais d'être heureux et de vivre dans leur pays, de vivre du fruit de leur travail et qu'ils soient protégés par un cadre, je dirais, constitutionnel. D'ailleurs, même, j'ai oublié de l'évoquer tout à l'heure, qu'au lendemain de la victoire des forces démocratiques, nous mettrons en place de toute façon une constituante pour faire accoucher donc une constitution, en tout cas de meilleure qualité que du moins celle qui nous rejoint aujourd'hui. Nous venons de passer 45 minutes avec notre invité du jour, Agbemé Kodjo, le président du parti politique MPDD. Il est candidat investi à l'élection présidentielle qui va avoir lieu l'année prochaine, soit en février, soit en mars. Et comme c'est de tradition, au D12, nous allons permettre aux auditeurs de participer à l'émission avec leurs questions. Je rappelle les numéros qui sont à leur disposition sont de 10 43 09 70 et puis 96 50 34 37. Il y a également cette possibilité qui est donnée à ceux qui nous regardent sur notre page Facebook de également laisser leurs questions. Et puis aussi ceux qui sont dans les groupes WhatsApp. Nous allons avoir la toute première personne qui est en ligne et on va l'insérer grâce au génie de notre technicien Romaric Freitas. Romaric, est-ce que nous avons le premier auditeur? Oui, allô, bonjour. 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 Ah oui, c'est monsieur? C'est monsieur Pelé. Oui, Pelé, comment vous allez? Oh, très bien, bon dimanche. Merci, bon dimanche à vous également. Nous sommes aujourd'hui le 24 novembre. Oui. Vous savez que... Président, bonjour. Oui, j'allais vous dire que nous sommes à un mois juste de Noël. À un mois juste de Noël. Oui, on voit ça à Lomé ou bien plus précisément au Togo. Ok, allez-y pour votre question. Bon, président, bonjour. Bonjour. Oui, d'abord la première question. Monsieur Agbemé, aujourd'hui, tout le monde demande encore à ce régime de faire des réformes, et que ça se répète encore les mêmes choses. Je vais vous poser une seule question d'abord. Avec ce régime de Fon Yassingé par rapport au régime de Yassingé et Yadema, est-ce que vous trouvez une différence entre les deux quand on demande à chaque fois
personnes de faire la même chose et ils refusent tout le temps. La deuxième question, concernant au niveau de l'opposition, je vous ai posé la fois passée. Est-ce que tout le monde parle de l'unité d'action et qu'il faut que l'opposition s'organise? Qui a appelé qui maintenant? Qui est le chef, le patron, qui est le chef de file de l'opposition entre J6 et Jean-Pierre Pape? Qui est le chef de file de l'opposition qui va appeler qui? Ou bien vous-même, M. Agbomé, vous pouvez aller chez Jean-Pierre Pape pour lui demander, allons-y, s'organisons-nous. Merci. Bien, merci, Pélé, pour les deux questions. La première partie de la question est... Non, je pense que le régime Yadema était un peu plus souple que donc le régime dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Bon, il y a beaucoup d'autres leaders politiques qui l'ont pratiqué, qui peuvent le dire aussi. Maintenant, par rapport à la deuxième question, Chris Olympio ou Jean-Pierre Favre, donc leader de l'opposition, qui doit faire quoi? Moi, je pense aujourd'hui, Chris Olympio n'est pas sur le terrain. Il est plus souvent à l'extérieur. Mais il y a des concertations du monde entre nous. C'est pas un secret. Bon, je ne sais pas, en un mois, moi, je me suis rendu 2 fois chez Jean-Pierre Favre à la maison pour chercher des solutions. Et puis, en ce moment, donc, il y a Monseigneur Kodjolo qui rassemble donc tous les leaders et discute avec les leaders. Et je pense quand même que, bon, c'est peut-être notre dénominateur commun, parce qu'après, s'il n'y avait pas l'initiative de Kodjolo, de Monseigneur Kodjolo, pardonnez-moi, archevêque et émérite de Lomé, je me dis, sous l'autorité de qui tous les leaders vont accepter d'aller écouter et les conseils, comment vous devez faire pour que l'alternance à laquelle les Togolais aspirent puisse advenir donc en 2020. Donc, je pense que nous travaillons donc à l'unité d'action, même pas plus tard hier encore qu'au Congrès. Donc, il y a eu au moins 9 donc, représentants des partis politiques de l'opposition qui sont arrivés et qui ont livré leur message. Et le message est unique. Essayons de nous rassembler. Essayons de construire quelque chose ensemble pour rendre l'alternance possible en 2020. Et je pense que nous sommes dans cette dynamique-là. Il y avait une question qui suit, et vous l'avez sans doute, vous avez répondu en partie à la question. La question, c'est de Bernardo Patfinder. Je voudrais demander à Guillaume s'il est possible de croire à une alternance sans l'union de l'opposition. Je ne sais pas, parce qu'il y a des impondérables, il y a des imprévus. Il y a des impondérables et il y a des faits de toute façon imprévisibles. Mais l'idéal, pour qu'on s'assure, donc, bon, à midi, à 15 h, le jour du vote, que l'alternance est au rendez-vous, c'est que si nous y allons tous unis, et je pense que derrière, de toute façon, en tout cas, le candidat que nous aurons retenu, je pense que les choses seraient beaucoup plus faciles. Deuxième auditeur après Pélé, au téléphone, bonjour. Alors, bonjour. Votre nom? Comme la vie, allez-y. Oui, je salue l'invité. Bonjour. Et Monsieur le Président, il y a une suggestion à vous faire. Et vous, en tant que parti politique, il ne serait pas préférable de vous unir pour que vous luxiez efficacement quand les résultats seront affichés sur pas de bureau, que les masses médias, c'est-à-dire les radios, publient ces résultats comme ça se fait à côté de nous, Ghana, pour éviter le traficotage des résultats après. Eh bien, merci pour votre suggestion. Non, cette suggestion, elle est pertinente. À Dakar également, ça a été fait. Parce que dès lors que les résultats sont connus, affichés, donc devant les bureaux de vote, je crois qu'on ne peut plus entretenir des secrets par rapport à ça. Donc les radios peuvent normalement publier, mais il y a une disposition donc au niveau de nos textes qui disent qu'il n'y a que la CENI et ses démembrements qui peuvent donc publier les résultats. Et si nous exigeons du moins un dialogue, c'est qu'au cours de ce dialogue-là, la préoccupation ou la suggestion formulée par, en tout cas,
l'appelant de tout à l'heure, Comme l'envie. comme l'envie, nous pouvons de toute façon exiger cela. Parce que pourquoi cacher? C'est au niveau de la centralisation, parfois, donc au niveau des CELI, que, bon, ils s'autorisent donc à annuler donc, certains suffrages. Et voilà. C'est là où les problèmes se posent, que peut-être que ça n'a pas été fait correctement dans le bureau de vote. Kossi Amevo, il a laissé une question, il l'a laissé depuis Vaposito. Il demande votre position par rapport à la CENI qui est en train de préparer l'élection. Au même moment, et vous demandez une amélioration du cadre électoral. Quel est votre regard sur cette préparation qui est en train d'être faite? Nous avons demandé la suspension du processus, notamment les activités que mène la CENI, pour que nous nous accordions sur un certain nombre de modifications à apporter au processus avant de poursuivre. Et donc, bon, ce que fait la CENI aujourd'hui, moi je crains que dans les jours et semaines à venir, que, bon, qu'on nous demande de toute façon de nous asseoir pour discuter, changer ce qu'on doit changer. S'il faut non même pousser donc l'élection de toute façon à une date ultérieure pour que donc tous les textes soient donc consensuels, nous le ferons. Mais je l'ai dit, il ne faudrait pas qu'il y ait du dilatoire dedans. Le dialogue d'un ou de 2 jours dont je parle, en une semaine, le comité préparatoire composé des représentants de l'opposition, des représentants du pouvoir, doivent s'accorder sur l'essentiel, et que si on ouvre donc le dialogue aujourd'hui, dans la matinée, le soir, qu'on puisse dire que voilà les résultats auxquels nous sommes parvenus, à la satisfaction, voilà, à la satisfaction des protagonistes. Ceci éviterait des problèmes le long du processus et également au lendemain, comment dire, de la proclamation des résultats. Parce que je l'ai dit, certains vont vouloir, on va faire un passage en force, après on va négocier. Je crois que c'est pas si, du moins, la population donc sera assez patiente pour accepter cela. C'est pour ça qu'en amont, nous voulons régler le problème, les énucléer avant de continuer. Mais allô? Et allô, bonjour. Oui, allô? Bonjour, Oui, bonjour, votre nom? c'est M. Colani depuis Avoir. Colonie, votre question? Ok, le président, vous avez fait l'administration, vous êtes un sujet de la vieille, vous connaissez bien notre pays. Est-ce que vous ne voyez même pas que, après ces élections, est-ce que vous êtes sûr que si unir perdait, il peut faire passation de service à un opposant, sans une transition qui s'impose à nous que chaque fois sur des chaînes? Vous voyez, même dans l'administration, certains partis sont servis de l'Union, ou bien du chef de l'État, même les militaires, quand ils sont servis de ce papier. Vous comprenez? Est-ce que vous savez qu'à l'heure où je vous parle, actuellement, le feu, il y a des membres. Sa femme est toujours au camp héritier, et quand elle passe, et les soldats sont au garde-vous, c'est des trucs que je ne comprends pas. Mais c'est pourquoi je demande, à votre niveau, ça c'est les commentaires, hein, que l'opposition s'unisse, quel que soit ce qui gagnera, qu'on fasse un gouvernement d'union pour asseoir des institutions fortes, donc une transition, pour libérer le peuple. Chacun sera dit pour faire des élections, chacun se débrouille pour aller conquérir le pouvoir. Hein? C'est ça ce que je voulais dire. Non, d'accord. Vous avez parfaitement raison. C'est pour cela que nous disons que le premier ou le prochain quinquennat qui s'ouvre devant nous sera donc considéré donc comme la transition. Ce quinquennat-là doit connaître ce que nous appelons un gouvernement pluriel. Ça rejoint ce que vous avez appelé gouvernement d'union, c'est-à-dire toutes les compétences de toutes les formations politiques seront réunies avec une feuille de route très claire. On change la nouvelle constitution, on écrit une nouvelle constitution, on va au référendum, on revient, on fait de nouvelles élections législatives, et comme vous l'avez si bien dit, chaque formation politique qui se sent en capacité de voler de ses propres ailes peut aller, et ensuite de toute façon on met en place donc une nouvelle Assemblée nationale. Je pense que si nous sommes unis et que nous allons et que nous gagnons, eh bien ça va être, bien sûr, ça va être difficile, mais de toute façon, la passation des services sera faite parce que le monde d'aujourd'hui est complètement donc différent du monde d'hier.
Et que si nous gagnons du moins ces élections, c'est clair que nous gagnons donc ces élections. Il n'y a pas de raison du moins que, aussi bien au niveau du chef de l'État, qu'au niveau de l'administration générale, du moins que les gens résistent de tout temps de passer des choses. Les anomalies que vous dénoncez ou que vous relevez seront automatiquement corrigées. Chacun sera à sa place. Nous allons prendre la question de Bertrand Douty depuis Dido Gomé. Est-ce que votre parti politique et vous-même, est-ce que vous avez les moyens nécessaires pour couvrir tous les bureaux de vote du nord au sud, ainsi que des personnalités ou des délégués qui ont une probité morale sans faille? Une question pertinente. C'est pour ça que nous disons que, en étant unis, nous pouvons mutualiser, si vous voulez, nos forces et faire une couverture intégrale donc des bureaux de vote. Il doit en avoir, en tout cas selon les estimations actuelles, autour de 10 000 bureaux de vote. Et donc, ça va être difficile pour une formation politique, parce que les contestations, c'est quoi? Quand on demande donc de ramener les PV, mais c'est difficile. Si tu n'as pas mis des gens dans le bureau de vote, tu n'as pas envoyé des délégués dans le bureau de vote, c'est difficile donc de prétendre donc obtenir le PV donc, de chaque bureau de vote. Et donc la question qui pose, si moi-même et mon parti, nous avons en tout cas toute cette ressource humaine donc, à déployer donc, dans les bureaux de vote, puisqu'on est membre des bureaux de vote, et puis il faut avoir également des délégués, et puis il y a les coûts aussi, il y a les coûts, parce que les délégués dans les bureaux de vote sont aujourd'hui à la charge des candidats. Bon, c'est plus facile de toute façon pour le candidat au pouvoir, mais ce n'est pas aussi aisé donc, pour les candidats de l'opposition. Mais en mutualisant nos forces, nous pouvons facilement donc ouvrir donc, le territoire national. Mais maintenant, vous me parlez de probité. C'est difficile. Il n'y a pas un instrument qui permet donc de mesurer la probité donc, de nos délégués ou de nos membres du bureau de vote. C'est chacun qui doit se dire que les 10 000 ou les 20 000 qu'on me donne pour changer les résultats vont me satisfaire peut-être pendant 1 ou 2 semaines. Mais en résistant et en faisant correctement le boulot, en assurant la victoire, ou du moins la vérité des unes, ensuite la victoire de l'opposition, peut-être que ma situation économique et sociale pourra évoluer. Donc c'est des choix. Si nous-mêmes, de toute façon, nous prenons de l'argent dans les bureaux de vote pour changer les résultats, et après on revient et dit que c'est dur, celui qui te demande de changer les résultats, lui, veut un service ponctuel. Il te paie le service. Demain, de toute façon, il ne te reconnaîtra pas. Donc voilà ce qu'il veut dire. Donc pour dire que les leaders politiques peuvent, en tout cas, investir, s'investir, chercher le moyen, être déterminés. Mais si, au niveau de toute la chaîne, il y a certains de nos militants qui ne répondent pas à la règle et qui prennent l'argent au lieu de défendre donc le résultat de leur parti ou de leur parti au niveau du bureau de vote, je crois que nous ne serons pas victimes. Après Colonie, au téléphone, nous allons insérer le 4e auditeur. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Votre nom? Comme Comme de Zanguera? affirmatif. Ok, allez-y. Bonjour à notre invité. Bonjour. Vous allez en compétition avec le régime et à écouter les bras, je ne sais pas comment les appeler, les bras marchands, voilà, du pouvoir. Eux disent, ils savent très bien qu'il y a de tout, mais ils disent qu'ils vont vous gagner un coup KO. Ça veut dire que les conditions de crédibilité que vous les opposants vous demandez, on ne vous le donnera pas. Dans ces conditions-là, comme en 2015, comment allez-vous prendre pour que les propositions que vous venez de faire, moi, quand j'ai écouté, il n'y a rien d'utopie là-dedans. C'est faisable, c'est faisable. C'est faisable. Oui. Je peux payer une carte d'identité à 5 000 pendant 10 ans. Je peux payer mon passeport 1 000 francs pendant 10 ans. C'est le permis de conduire qui est 5 000 francs en 10 ans. Voilà. Et la carte d'identité à 2 000 en 10 ans. Maintenant, comment vous allez accéder dans ces conditions-là au pouvoir? Ça, c'est ma première question. Deuxième question,
si j'ai bien écouté l'émission de vendredi sur Canal FM, on vous accuse, c'est vous, Agbeyo Messi de bonne mémoire, que c'est vous qui manipulez le prélat à dire que c'est le régime qui a privé le marché. Je ne veux pas que vous faites un avocat, mais j'aimerais savoir, donnez-nous le résumé, un bref résumé de ce qui s'est passé. Merci. Bien, merci. Merci pour la question. La première question. La première question de l'auditeur. On commence par la deuxième. La deuxième, je pense qu'il faut que les gens sachent raison garder. Je suis catholique. Et j'ai vu l'archevêque émérite de Lomé, ça fait très longtemps. Je ne sais pas comment, à mon âge, je peux manipuler un tel personnage pour qu'il retourne la responsabilité des incendies là sur quelqu'un d'autre. En fait, vous savez, il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Quand on évoque l'histoire des incendies de Lomé, on a le sentiment que c'est le parti au but qui est visé, parce que ça a commencé par Adja, le 13 janvier 2013. En sortant de l'église, on l'a guiché devant sa femme, devant ses enfants, on l'a embarqué. On est venu chez moi donc le 16. On m'a embarqué. J'étais déjà, mais en tout cas à la gendarmerie nationale, avant qu'on enlève donc mon immunité. L'immunité, si on lève, doit être signifiée à celui qui en bénéficie chez lui, à la maison. Ce n'est pas comment on le met dans le trou. Maintenant, je vais vous dire, moi, c'est mon Togolais, cette histoire d'incendie, il faut aller chercher ça ailleurs. On m'a arrêté parce qu'on a prétendu que quelqu'un a téléphoné, m'a téléphoné en pleine nuit pour dire que ça y est, ça commence. Mais à la vérification au niveau donc de Togocel, il n'y a pas eu d'échange téléphonique entre la personne et moi. Donc pourquoi je suis là alors? J'étais obligé de leur indiquer le nom qu'il évoque là, que la personne habite ici. Allez le chercher, on va faire la confrontation. Je ne suis pas par l'affaire des incendies de Lomé. Je n'ai jamais imaginé cela. Et ceux qui pensent que, bon, en voulant mélanger les choses, tout ça là comme ça, qu'ils s'en tireront, c'est faux. Je dis bien que je ne suis pas dedans. Je n'ai jamais entendu parler de ça. On est venu me chercher innocemment. Je ne suis pas dedans. Bien, merci. Si quelqu'un considère que je suis dedans, il n'a qu'à venir le démontrer. Je ne suis pas dedans. Et je ne peux pas ici dire autre chose que la réalité. Je ne suis pas dedans. Mais maintenant, quand de toute façon on dit que le dossier du moins est ficelé, un événement qui se produit donc depuis 2013, nous sommes en 2019, on va en 2020, on n'a qu'à faire le procès. Acte 1, acte 2. Ben, moi j'ai fait le gouvernement. Lorsque il y a une accusation infondée, nous réagissons. Nous sortons un communiqué. Le silence et le mutisme du gouvernement posent question. Bien, merci. La première partie de la question de l'auditeur, c'est ce que disent les soutiens du pouvoir en place. Ils gagneront la prochaine élection au premier tour. Je vais vous dire, moi j'avais écouté un des leaders des partis politiques hier qui disait que, en réalité même de toute façon, si les élections sont transparentes au Togo, Uni n'irait même pas au deuxième tour. Je reprends. Non, mais en fait, est-ce que c'est... Non, on va y aller. Oui, allez-y. Non, on va y aller. Je dis bien, j'écoute. J'ai écouté donc, en tout cas dans les témoignages de gens qui sont passés hier chez nous, si les élections sont réellement transparentes au Togo, Uni n'irait pas démontrer au deuxième tour. Et que de toute façon, au deuxième tour, on rencontrerait donc deux formations politiques de l'opposition. Que l'élection soit transparente et que la vérité du juge soit conjuguée de ce jour-là, mais on verra. Mais ce qu'il dit, moi aussi je l'ai entendu. Mais vous savez, le pouvoir pour le pouvoir, de toute façon, n'a jamais fait avancer un pays. Et donc, si de toute façon, les gens prétendent qu'avec les mêmes méthodes, ils vont gagner au premier tour, ils n'ont qu'à gagner.
Nous avons la question laissée par tout depuis Beklik Kamé, à tout qui voudrait savoir quelle garantie vous avez pour réclamer votre victoire si au soir des élections présidentielles, vous gagnez, mais qu'on ne vous la concède pas. Le monde a changé. Le contexte dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui a complètement donc changé. Le Togolais veut l'alternance. La communauté internationale aussi veut l'alternance donc au Togo. Même s'il y a quelques soutiens même qui veulent rester dans le statu quo, en tout cas au niveau international, les gens veulent aussi du moins que l'alternance advienne donc au Togo. Et que les cris de désarroi que poussent donc les Togolais, nos compatriotes qui quittent ici, on n'en parle pas souvent, hein, qui finissent également dans les fonds marins, ou qui du moins arrivent à arriver à Lampedusa et qui traînent à gauche, à droite, c'est aussi une préoccupation de toute façon pour les partenaires du Togo. Voilà. Et donc, tout le monde veut l'alternance. Si l'opposition gagne ces élections, nous appuierons sur tous les leviers afin que l'opposition puisse gagner, puisse disposer du monde de sa victoire. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, Votre nom? c'est Franck. Franck, vous nous appelez d'où? J'appelle de Zokumari. Oui, allez-y. Sur ma question, c'est au niveau des résultats que moi je vais poser la question. Est-ce que le vote que le citoyen font, est-ce que c'est ça que la CENI donne et la Cour constitutionnelle confirme? C'est ma question. Bien, merci. Oui, parfois il y a des distorsions. Parfois il y a des distorsions parce que tout cela, c'est pour ça que s'il n'y a pas de l'éthique au cœur de l'action politique, un pays ne peut pas progresser. Vous n'aurez que des frustrations. Il vous souvient qu'après les élections législatives, je crois de 2018, nous avons eu 3 députés. Et sur donc, les 91 députés qui ont été soumis donc, à l'examen de la Cour constitutionnelle, on a trouvé raison donc d'invalider un de nos députés, notamment le député de Vaughan. Mais quand vous voyez donc les résultats des élections donc locales, vous comprenez très bien du moins que donc ceci a été réellement volé. Ce d'autant que le score réalisé donc par le MPDD de Mons à Vaughan justifie pleinement de toute façon que c'est le siège qu'on lui a volé, on ne devrait pas lui voler. Puisqu'aujourd'hui, donc, dans la préfecture de Vaud, nous disposons donc d'une mairie et nous disposons également donc d'un adjoint au maire. Quand on voit donc tous les suffrages que nous avons obtenus, en tout cas ça dépasse même donc le suffrage que notre député avait eu avant qu'on le valide. L'invalidation, ce n'est pas insuffisance de toute façon de suffrage, ça obéit plutôt du moins à des raisons purement politiques. Bien, merci. Nous avons quelques questions également qui sont laissées par des internautes, ceux qui nous regardent d'un peu partout à travers le monde. La question de Noël Pindra, est-ce que vous pouvez nous dire si en son temps Yadema a gagné une élection? Je répète, vous savez, le monde a complètement changé. Le mur de Berlin est tombé. La Baule, la conférence de la Baule avec François Mitterrand est passé par là. La limitation des mandats aussi. Je pense que l'influence de la France-Afrique a profondément diminué. Je dis profondément diminué, je ne peux pas prétendre qu'il n'y a plus France-Afrique. Et donc, ce genre de choses où, en tout cas, la question qui me pose relève d'un temps qui est révolu aujourd'hui. Hier, là, donc, l'URSS, là, bon, c'est une puissance également. Donc, la grève froide, aujourd'hui, donc, bon, tout ça, là, ça a été éclaté. Et donc, il y a la Russie, la fédération de la Russie. Donc, aujourd'hui, bref, pour dire que le temps dans lequel nous sommes aujourd'hui, au XXIe siècle, les pratiques d'antan, de toute façon, n'ont plus cours. Et que si, demain, on fait des élections et que le pouvoir vole et que nous avons des éléments, je crois quand même qu'il ne pourra pas résister à la pression populaire
et internationale. Je vais lire la question de Sana Komla Sadou Hetou. C'est une question qui est laissée sur notre page Facebook. La question concerne la Cour constitutionnelle qui, à Bemekodio, vous estimez que la Cour constitutionnelle est illégale quand bien même j'ai trouvé abusé ces propos de votre part. J'ai fait l'effort de vous comprendre qu'en effet, la composition actuelle de la dite Cour ne reflète pas l'article 100 de la Constitution qui prévoit, entre autres, la désignation de certains de ses membres par le Conseil supérieur de la magistrature, par le Sénat et par les universitaires, ce qui n'est pas aujourd'hui le cas. La question, monsieur l'honorable député, vous ne pensez pas que vous êtes allé trop vite en besogne, en toute méconnaissance de l'article 156 de la Constitution qui dispose ainsi de suite. Tout ça, les membres de la Cour constitutionnelle restent en fonction jusqu'à l'installation des nouveaux membres et ainsi de suite. Non, je pense quand même que, je ne sais pas si les juristes, notre compatriote qui a posé cette question, non, c'est une question de conformité. Nous avons modifié la Constitution le 8 mai 2019. Dans la Constitution modifiée, la composition de la Cour constitutionnelle également est différente. Au lieu de 3-3 choisis par le chef de l'État, le Sénat et l'Assemblée, c'est aujourd'hui 2 par le président, 2 par la Cour constitutionnelle, 2 par le président, 2 par l'Assemblée nationale, 2 par le Sénat, bon, 1 conseil du moins provenant de toute façon du Conseil supérieur de la magistrature, un provenant donc de l'ordre des avocats et l'autre provenant donc de professeurs agrégés en droit à l'université. Les deux cours, comment dire, la composition actuelle c'est bien neuf, mais cette composition-là ne respecte pas la constitution qui est en cours. Lorsque la Cour constitutionnelle émet ses arrêts, on dit, vu la Constitution, du moins se mettant en telle prise, du moins dans tel article, ceci. Quand il vise l'article-là, sa composition même est en dissonance par rapport de toute façon à l'article qui vise. Je pense que il faut qu'il revoie donc les choses, puisque moi j'ai discuté donc avec les gens du régime, qui considèrent du moins que parce que l'article 155 qui permet donc de désigner les sénateurs a été supprimé dans la nouvelle constitution. Mais en clair, vous avez votre réponse qui est en opposition à la question qu'il a posée ou à sa position affichée. Non, oui, de toute façon, personne, je crois quand même qu'ils en sont conscients et c'est pour cela que nous voulons aller au dialogue. Bien, merci. Vous avez des difficultés, mais nous aussi, nous voulons un cadre électoral pour éviter des violences post-électorales. Ouvrons le dialogue. Bien, merci. Nous allons téléphoner. Bonjour. Oui, parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Oui, votre nom? Monsieur? Oui, allez-y. Bonjour, mon frère. Dans votre développement, vous avez dit que nous étions au pays, vous allez dire au chef de l'État de respecter sa parole de ministère. Parce que vous n'êtes pas au pays, vous n'êtes pas. J'aurais au moins donné ce conseil-là. Oui, ce conseil. Maintenant, je voudrais vous demander, pourquoi n'avez-vous pas donné le conseil et pourtant vous avez passé à la modification de la Constitution que le professeur vous a caché? Pourquoi vous n'avez pas pu donner de bons conseils à son équipe au pays et vous avez contribué maintenant à la modification de la Constitution? C'est ça que le peuple réclame pour les choses. Si vous êtes à l'Assemblée, est-ce que vous vous réjouissez aussi comme un de vos collègues à l'Assemblée, je vais parler de M. Testament, qui se réjouit d'avoir fait une constitution aujourd'hui qui permet que je n'ai pas encore décidé une seconde d'un quatrième mandat. Vous êtes aussi fier comme ça. Écoutez, Concernant les affaires des étrangers, je voudrais poser la question qu'un ministère avait posée. C'est M. Abbas Kawa qui est sorti dans une conférence de presse la dernière fois. On lui accuse d'avoir fait, il n'est pas coupable, et que vous autres, vous êtes coupables. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? D'accord. Et pour terminer. Non, en fait, deux questions, c'est bon, cher ami. Non, pour la première question, je dis, vous savez, quand un chef d'État veut prendre une décision, il consulte ses collaborateurs. C'est pas que tout le monde est d'accord, mais bon, s'il y a une majorité qui se dégage, ou si lui-même veut forcément le faire, bon, il le fait. Mais je vous laisse rappeler que je n'étais pas au Togo non plus lorsque la condition donc, qui
qui a été voté à 98% de toute façon a été modifié. J'étais déjà à l'extérieur. Et vous savez, moi, je suis profondément attaché à cette constitution parce que c'est moi qui étais à la manette, c'est moi, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité à l'époque, qui avait organisé cela. Je peux vous dire, hein, tous les pièges qu'on a déjoués parce que, bon, les gens avaient un plan, on va au nord, on dit, il faut donner un carton rouge à Kofigo, on vient au sud, il faut donner du moins un carton rouge à Yademabou, le triomphe du rouge, ça allait créer des problèmes. Nous avons eu les informations et on a fait donc des délégations mixtes, c'est-à-dire mouvement présidentiel, opposition, pour aller sensibiliser les gens. Je suis très attaché à cette condition. Je n'étais pas là. Elle a été votée le 27 septembre 1992 et nous avons... Et donc, quant au reste, lors de la dernière modification de la Constitution, le mandat est passé de 5 à 7 ans. C'est moi qui ai fait une plaidoirie qui a conduit à une suspension de séance. Et après le retour, on a dit que, ils ont décidé de revenir donc à 5 ans. Bref, vous savez, je suis le premier à dire que cette condition-là ne nous ressemble pas et ne nous rassemble pas. Et que de toute façon, si nous avons l'occasion, nous la changerons. Mais la question de l'auditeur, est-ce que sa question porte sur la modification de 2002, n'est-ce pas? Oui, j'ai répondu que je n'étais pas là, j'étais à l'extérieur. Vous avez déjà quitté... Cette constitution a été modifiée en 2002, en décembre, n'est-ce pas? En décembre 2002, oui. À 31 décembre 2002, après les élections législatives d'octobre 2002, auxquelles donc l'opposition n'a pas participé. Oui, la question de l'auditeur, c'est que vous n'avez pas pu donner des conseils à Yadema. J'étais en rupture, j'étais déjà de toute façon à l'extérieur. Moi, je suis parti en juin 2002, décembre 2002. Bien, merci. C'est la deuxième question, la question d'être coupable ou pas. Je crois que vous l'avez déjà... Non, je ne suis pas coupable. Mais maintenant, de toute façon, ce que l'autre raconte, donc, bon, il emporte la responsabilité. De toute façon, je ne suis pas coupable. Parce que de toute façon, ce qu'il dit, il parle de stations d'essence. C'est les stations d'essence de toute façon qui ont brûlé où c'est le marché. Bien, merci. Il nous reste 10 minutes. Nous allons retourner au téléphone. Les auditeurs qui nous regardent sur Internet, je prends leurs questions, je prends également ceux qui sont en ligne. Donc, c'est un jeu que je suis en train de faire. Donc, que chacun patiente, tout le monde sera servi. Allô? Bonjour, Pierrot. Bonjour, Kanidek. Oui. Ça fait longtemps. Des fois... Mais j'ai pensé que vous avez quitté le pays. Non, des fois nous sommes découragés pour entrer en ligne. Bon, comment au cours d'une émission, vous pouvez entrer plus de 10 fois et puis vous n'êtes pas reçu. Ok, allez-y, allez-y. Ok. Bonjour, Président. D'accord, au fond. Moi, j'aimerais s'intéresser à une question d'actualité. Bon, il regarde ce qui s'est passé hier à Douai et à Chocolé. Bon, je pense que M. Guillaume était ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, comme vous venez de le montrer. Oui, c'est vrai. Et donc, vous avez eu à collaborer ou bien à travailler avec les forces de sécurité. Naturellement. Bon, comment vous pouvez m'expliquer le fait que un agent de sécurité qui est avec son arme, quelqu'un vient le poignarder sur les espaces. Comment vous pouvez vous expliquer ça? Bien, merci Kanidek pour la patience surtout. Non, moi, ce que vous demandez, si vous avez une arme et que quelqu'un, peut-être que vous étiez un peu dissipé, vient vous poignarder, bon, vous pouvez peut-être sentir la douleur et peut-être laisser tomber votre arme. Mais bon, si vous êtes en éveil et que vous voyez le danger arriver, donc vous vous préparez. Je ne connais pas les conditions dans lesquelles donc la scène que vous décrivez s'est réellement passée. Mais je dis bien, c'est regrettable. Le Togolais n'a pas une nature violente. Qu'est-ce qui peut motiver celui-là? Est-ce que donc c'est un fou? Il faut chercher à savoir. Mais dans tous les cas, je crois qu'il y a un problème de confiance, de défiance dans le pays et que nous devons de toute façon régler pour que chacun puisse trouver la paix de cœur et de l'esprit. Mais sinon, de toute façon, ce qui s'est passé là mérite davantage d'explications. Et c'est pour cela que je dis, si vous mettez les commissions d'enquête en place, que ces commissions d'enquête livrent le fruit de leur recherche. Ça pourra nous édifier, ça pourra nous permettre donc aux uns et aux autres
d'éviter de tomber des situations tragiques comme celles que vous décrivez. À la question de Olivier depuis Thiévier, question laissée sur WhatsApp. Si le président Faure décide de briguer un quatrième et dernier mandat, quelle sera votre réaction? Non, moi, d'une manière ou d'une autre, j'ai lu quelques dépêches avant d'arriver, hein, où en tout cas quelqu'un écrivait, quelqu'un qui est proche de lui dit que le mandat, donc le quatrième mandat de Faure Gnassingbé ne souffre pas de déficit de légalité. J'ai dit, il a raison, mais le mandat souffre de déficit de légitimité, de déficit de la dignité et du respect de la parole donnée. C'est tout. Si demain, donc, je dis que je ne ferai plus ça, et puis après, je me mets à le faire, quelle considération vous voulez qu'on me donne? Et donc, qui disent qu'il va faire un quatrième mandat derrière, c'est un quatrième mandat de trop. Une question d'un internaute, Edem Boulor. La question, elle porte sur le sport. Vous êtes ancien ministre des Sports, il parle de Club du Roi. Vous savez que le technicien français, visiblement, n'aimait pas un certain nombre de sportifs togolais. Et comment expliquez-vous sa situation? Comment expliquez-vous également ce que lui appelle le silence des autorités face à cette situation-là? Je crois que c'est sur votre chaîne ici. Vous m'avez posé la question de M. Claude Leroy. J'ai dit qu'il est temps pour lui de partir. Vous savez, on est en situation difficile là, pour être qualifié donc à la prochaine CAN. Je crois qu'on doit être le dernier du groupe là. En tout cas, bon, et ça fait longtemps, le Togo hein, avec Kouechi, je crois, où il a eu la chance d'être qualifié donc pour le mondial en Allemagne en 2006. Bon, moi j'ai eu le temps après ça d'aller en Corée plusieurs fois. Quand il dit que je viens du Togo, les gens disent Adebayo Osake. Donc en fait, la publicité que le Togo a eu parce que donc, nous étions partis donc à la Coupe du Monde, c'est énorme. Donc on ne peut pas jouer comme ça parce que, bon, c'est une question d'expérience. Si hier, donc Claude Leroy est un sorcier qui faisait gagner donc les équipes dont il a la charge, ou l'équipe dont il a la charge, aujourd'hui peut-être il a perdu dans la main, il a perdu dans tout magnétisme, et je ne vois pas pourquoi de toute façon, bon, il est encore là. S'il est là, donc c'est pas la volonté de ceux qui ont signé le contrat avec lui, et qui considèrent que, bon, résultat par résultat, nous t'avons venu, mais reste là. J'ai la question de Romarikson à l'Union. Il parle de l'espoir que éventuellement vous pouvez redonner au peuple togolais pour des manifestations en vue d'exiger les réformes avant la présidentielle de 2020. D'une manière ou d'une autre, je pense qu'on s'organise. Si on ne fait pas les réformes, ça poserait des problèmes. Voilà. C'est-à-dire que le mal, on voit le mal là comme ça. Il vaut mieux de tout avoir en amont, du moins agir sur le mal, pour que ce qui va se passer après les élections de toute façon ne soit pas, en tout cas, comme ce qui s'est passé en 2005. Personne ne veut qu'on écrive encore sur sa maison déjà frappée. Nous allons nous intéresser à l'Église, puisque je vous ai demandé au début si vous avez été, si vous avez été à l'Église ou pas. Mais l'Église au Togo est en train de changer de domaine en ce qui concerne Lomé. Et il y a un nouvel évêque. Vous connaissez Nicodème Bariga. Très bien. Il a une nouvelle charge à Lomé. Oui, je crois quand même qu'il le mérite par sa pondération, par son recul par rapport donc aux événements, par la réflexion pointue. Donc, qu'il a su donc l'actualité et tout ce que nous traversons. Donc, je pense que le pape a été bien inspiré. Et donc, je profite avant de le rencontrer physiquement de votre antenne pour lui adresser nos félicitations et implorer, si vous voulez, l'esprit divin sur lui, afin que cette nouvelle mission puisse lui permettre de rassembler, en tout cas, tout le troupeau et d'œuvrer également à ce que donc son troupeau puisse trouver un minimum de confort et de bien-vivre. On le présente comme un diplomate. On sait qu'il avait joué d'importants rôles dans le cadre de la CVJE. Le Togo est en train de préparer une nouvelle élection présidentielle. Des diplomates sont venus récemment à Lomé, des diplomates des Nations Unies et puis de la CEDEAO. Est-ce que lui aussi a un rôle spécifique éventuellement à jouer à cette étape du processus politique togolais? Je pense qu'il a un grand rôle à jouer. Et vous savez donc que
Le Vatican aussi joue, hein, dans notre pays, dans d'autres pays également, un rôle important. Donc, comme donc les diplomates que nous avons rencontrés issus de la CEDEAO et de l'ONU, avec les mémorandums qu'on leur a confiés, avec nos aspirations que nous avions exprimées, et qu'ils nous ont formellement dit qu'ils vont aller rencontrer le pouvoir pour que le petit dialogue que nous demandons puisse avoir lieu, et que depuis le gouvernement ne bouge pas. Je ne sais pas si c'est des paroles des diplomates que ceux-là nous ont confiées, mais c'est que nous attendons que, en tout cas, le dialogue s'ouvre. Et ce n'est pas ce que nous avons vu au comité de suivi, qui a fait partie de la salle dans un certain nombre de responsables politiques. Et c'est tout cela aussi également qui constitue des sources d'inquiétude pour la classe politique de l'opposition. Monseigneur. Pour Monseigneur Baliga, en tout cas, je lui souhaite toutes les chances de réussir dans cette nouvelle mission. Monseigneur Baliga faisait partie du collège des évêques qui ont écrit cette semaine une nouvelle lettre au Togolais, et je cite un extrait de cette adresse. À ce manque de volonté manifeste, de volonté politique, de construire un État de droit et démocratique, s'ajoute le fait d'avoir au Togo une opposition qui semble ne pas savoir ce qu'elle veut et donne l'impression de manquer de vision. Fin de citation. Ça fait jaser sur les réseaux sociaux. Quel est votre commentaire à l'écoute de cet extrait-là? Je crois que ça a été écrit diplomatiquement. Que bon, le pouvoir n'a pas de volonté politique donc de construire donc un État de droit. Je pense qu'un peu tout le monde le constate. Parce que qui est responsable donc au niveau du pays? Qui gouverne donc le pays? D'accord. Mais maintenant au niveau de l'opposition, dire que l'opposition manque de vision, oui. C'est-à-dire que dans son ensemble là, bon, on a le sentiment, mais il y a des partis politiques donc qui ont des visions, ou qui ont une vision assez claire du chemin ou de la trajectoire donc à construire pour réconcilier les Togolais. Mais bon, moi j'ai lu... Hein, est-ce que vous pensez que les prélats ont coupé la poire en deux, comme on le dit? Je crois que j'ai dit, du moins c'est écrit, du moins ils ont pris une posture, ils ont campé une posture diplomatique. Mais ce truc également souffre des trucs des incendies. Parce que... Mais vous ne pouvez pas imaginer le nombre de personnes décédées après ce drame. Mais ce drame, c'est le cœur de l'économie togolaise. Ça a été brûlé. Ça a mis des gens au chômage. Les gens aujourd'hui payent, si vous voulez, des traites sans disposer de la matière à vendre parce que la matière a été donc consumée par le feu. Je crois que être trop précautionneux politiquement, que de tout on n'en parle pas, je ne pense pas que c'est servi du moins le troupeau, du moins que Dieu leur a fait. Il nous reste quelques secondes pour finir cette émission. Je vais dire à l'entame de ce rendez-vous de ce dimanche qu'à partir de dimanche prochain, la série d'émissions que nous avions commencé depuis 2009, cette série-là va avoir donc 10 ans et un mot. Et nous allons sans doute organiser plusieurs émissions. Un mot avant le mois de décembre. Donc, félicitations donc, pour le chemin. Il a été un témoin de toute façon de ce parcours brillant. Moi, je disais à quelqu'un que, bon, avant maintenant, quand je réponds du moins à l'invitation de Pierrot, il fait des recherches toute la nuit. On a un peu plus rodé, donc on n'a pas besoin de papier. Voilà, donc félicitations. Je crois que c'est le goût du travail, rechercher l'excellence, la persévérance, la détermination de mieux faire. C'est ça qui a permis donc, en tout cas à cette émission, d'avoir donc, en tout cas une décennie de vie. Et je pense que c'est vous-même et tous ceux qui vous entourent et qui préparent cette émission de toute façon, à qui reviennent donc les lauriers. Et félicitations. Mais maintenant par rapport au mois de décembre, puisque vous dites que ça fait dans un mois nous allons accueillir donc Jésus, je considère que je demande à Dieu d'aider le peuple togolais, d'apaiser les cœurs et de faire en sorte que lorsque nous allons accueillir encore Jésus, donc en 2020, qu'un nouveau jeu s'élève sur le Togo. Bien, merci d'être venu à Guillaume Kodjo. Je rappelle que vous êtes candidat à investir à la présidentielle pour le compte du parti politique MDD. Cette émission, elle s'achève ainsi. Romaric Freitas, merci d'être resté à la technique. On était ensemble depuis les premières heures de cette émission. De l'autre côté, je suis Pierrot Atiobé. Au revoir.